Salut à tous, vous êtes avec Ivanko. Il y a quelques mois, en me réveillant dans mon clapier parisien hors de prix, et en constatant que le futur serait désormais rythmé par différentes crises, menaces et pandémies mondiales, j'ai réalisé que vivre en 2020, c'est quand même un peu de la merde. Si. Et si j'ai pas l'intention de m'acharner en émettant l'idée que notre époque suit d'énormes tubs, je dois quand même avouer que comme pas mal d'autres, j'ai tendance à remédier au manque de charme et de fantaisie de ma vie, en m'imprégnant de certaines sous-cultures qui rappellent des aspects agréables de la fin du XXe siècle, et en faisant des sujets d'épisodes. Donc j'espère que vous êtes prêts à témoigner de l'usage le plus soutenu du mot bit qu'une vidéo YouTube ait pu connaître, parce qu'aujourd'hui je vous parle du style qu'utilise avec beaucoup de créativité les capacités graphiques et sonores limitées de très anciennes consoles pour créer des œuvres qui rendent hommage aux premières heures du jeu vidéo. Je vous présente... Le 8 bits. Ce style assez discret pour la majorité d'entre nous mais tout à fait courant chez les connaisseurs, fans et boomers en tout genre, désigne un ensemble de réalisations qui vont du milieu du jeu vidéo jusqu'à celui de la musique, en passant par différentes œuvres audiovisuelles et illustrations. Le terme serait apparu à partir des années 2000, alors que les consoles de jeux modernes et les ordinateurs 32 ou 64 bits qu'on utilise toujours aujourd'hui remplaçaient les vieilleries des années 80 et 90 dotées d'une architecture 8 ou 16 bits. Et là, vous êtes probablement en train de vous demander, mais en fait, qu'est quoi les bits? Eh bien, je peux d'ores et déjà vous dire que quand je dis bits, je ne fais pas référence à ce symbole universel de masculinité qu'on évite le plus possible de sortir en public, et que certains d'entre vous ont peut-être déjà dessiné sur le visage d'un pote qui s'est endormi bourré. Non, c'est un peu plus intéressant que ça. Mais pour vous faire comprendre ce que sont les bits, je dois d'abord vous donner quelques infos techniques élémentaires, pas franchement évidentes, mais qui méritent d'être mentionnées vu la manière frénétique dont on consomme du matériel électronique. Et puis de toute façon, pas la peine de me gonfler. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Théo, tu vas dans ta chambre. Alors, les ordinateurs commercialisés sous l'appellation ordinateur personnel pour le grand public depuis les années 80 et les consoles de jeux sont assez semblables de par leur architecture interne. Par exemple, un PC, un Mac ou n'importe quelle console selon sa génération va contenir les mêmes pièces essentielles. Parmi elles, on va retrouver un microprocesseur qui va servir à exécuter des instructions écrites par le fabricant pour faire fonctionner des programmes informatiques, une carte graphique qui va rendre possible l'affichage d'images sur un écran, de la mémoire sous différentes formes pour permettre à la machine de stocker ses informations de traitement, une carte mère qui va lier les différentes pièces et les faire fonctionner ensemble, et ce qu'on appelle les périphériques de contrôle, c'est-à-dire plus vulgairement une manette, un clavier ou une souris. Bien sûr, tout ceci est gérable grâce à un système d'exploitation, plus couramment appelé OS, Operating System, qui est un ensemble de programmes qui permettent de diriger les ressources d'une machine et qui varient selon les fabricants. Voilà pour la partie matériel et navigation. Après, ça se gâte un peu, mais faut juste respirer. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Ces braves machines fonctionnent en faisant circuler des informations numériques entre leurs différents composants, son, image, vidéo, texte, sous forme de réponses positives ou négatives à des problématiques variées qui demandent à être résolues au cours d'une transmission. Je parle ici d'informations numériques parce que ces machines ont été conçues pour utiliser des chiffres comme base de communication, en l'occurrence des chiffres binaires, des 1 et des 0, qui représentent respectivement des oui et des non, des vrais et des faux, et donc des réponses positives ou négatives. Et c'est exactement ce qu'est un bit, un élément binaire, un 1 ou un 0, un oui ou un non. Le plus petit bout d'information binaire possible, et le mot bit lui-même est une contraction de binary digit qui signifie chiffre binaire. De par une incapacité humaine à gérer simplement les nombres binaires, et un dilemme purement mathématique qui empêchait de développer certaines applications pratiques du bit, on créa le byte, l'octet en français, qui regroupe 8 bits et qui devint l'unité de mesure commune. Après, plus les besoins informatiques évoluent, plus on envoie stock de données, plus on utilise des quantités grandissantes d'octets à l'aide de multiples. C'est-à-dire le kilo-octet abrégé KO qui vaut 1000 octets, le mégaoctet abrégé MO qui vaut 1000 kilooctets, le gigaoctet abrégé GO qui vaut 1000 mégaoctets, et le téraoctet abrégé TO. TO, qu'est-ce que j'ai dit putain? Qui vaut 1000 gigaoctets. Je me permets de préciser qu'au cours des années 80-90, vu qu'on produisait des ordinateurs et des consoles dotées d'architecture 8 ou 16 bits très limitatives en termes de résolution, de son et d'affichage de couleurs, on a fini par faire penser au grand public que la quantité de bits d'une machine est déterminante dans la qualité de ses rendus en faisant un argument marketing, alors que c'est en fait bien plus compliqué que ça et qu'on n'évalue même plus la puissance de calcul en bits mais en hertz et en flops depuis longtemps. Ceci étant clarifié, je ne m'écarte pas plus
vif du sujet et je reviens au famoso style 8 bits dont je voulais tant vous parler, et qui, comme je le disais plus tôt, s'inspire nostalgiquement des capacités des consoles 8 ou 16 bits, ou les utilise pour produire des réalisations rétro. Dans un premier temps, je vais attirer votre attention sur l'aspect graphique du 8 bits, qu'on peut appeler le pixel art, ou encore l'art des pixels en québécois. L'actuel pixel art, comme vous le savez peut-être, est une manière de créer une composition numérique de façon à donner volontairement un visuel basse définition, en utilisant la représentation de pixels comme composante élémentaire, sans nécessairement avoir les contraintes matérielles qu'on connaissait au XXe siècle. Le mot pixel est une contraction de picture element et désigne l'unité minimale affichable sur un écran. Une forme carrée, parfois rectangulaire, composée d'un mélange variable de rouge, de vert et de bleu, et qui est plus ou moins visible selon la définition d'écran. Dans les années 80, les créateurs de jeux vidéo étaient principalement des programmeurs, pas des graphistes, et la puissance des machines ne permettait pas une approche véritablement artistique. La plupart des représentations étaient pas franchement folles et s'affichaient sur fond noir, comme le jeu Pong de 1972, mais on assista dans cette décennie et sur des consoles comme la Atari, la Commodore 64, la Master System ou la NES, à la sortie de jeux plus évolués comme Dark Castle, Dungeon Master, Super Mario Bros, Alex Kidd, Arkanoid ou Tetris. Dans les années 90, les professionnels de l'informatique se sont familiarisés avec des techniques graphiques reposant sur les pixels et un nombre de couleurs limité. Ainsi, on vit apparaître des graphistes et des animateurs numériques professionnels qui remplacèrent les programmeurs dans la tâche de réaliser diverses images vidéoludiques. Genre, bon les gars, c'est moche tout ça? Ah, c'est dégueu. Non, mettez-vous là-bas là, voilà, et faites des trucs d'ingénieur. Le placement de chaque pixel devint crucial de par son pouvoir de changer radicalement la perception du spectateur. Savoir placer les pixels au bon endroit selon les contraintes tout en s'approchant d'une représentation la plus ressemblante possible était alors une spécialité à part entière où on se mit à appeler les artistes graphiques pixel pushers. Dans cette décennie, et sur des consoles comme la Mega Drive, la Game Gear, la Neo Geo, la Super NES ou la PlayStation, on vit sortir des jeux qui sont représentatifs de l'âge d'or du pixel art, comme Day of the Tentacle, The Secret of Monkey Island, Prince of Persia, Suikoden, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Lemmings ou encore Another World. Aujourd'hui, on peut créer des œuvres graphiques 8 bits avec un logiciel tout à fait basique comme Paint ou alors avec le très complet Illustrator, mais quel que soit le logiciel de dessin, le crayon est l'outil de base car il est le seul à pouvoir atteindre 1 pixel d'épaisseur et à faire des lignes droites avec un crénelage, autrement appelé aliasing ou effet d'escalier. Il est aussi possible d'éditer une palette de couleurs afin de rester dans une gamme de tons restreinte pour un rendu plus authentique. On sort chaque année des jeux qui deviennent des références de ce qui se fait de mieux en matière d'inspiration 8 bits, comme All Boy, Katana Zero, Dead Cells, Hotline Miami 1 et 2, Cloudpunk, Blasphemous, Crawl ou Super Meat Boy. On trouve des traces du style 8 bits dans une foule immense d'artwork et d'illustrations qui représentent des personnages ou des environnements, et on peut apercevoir au détour de certaines rues des mosaïques représentant diverses icônes rétro comme par exemple des personnages des univers Space Invaders, Pokémon, Zelda ou Super Mario. Voilà pour l'aspect visuel, mais passons maintenant à l'autre facette du 8 bits qui doit être abordée et qui n'est autre que la chiptune. La chiptune, en français mélodie de puce informatique, autrement appelée chip music ou musique 8 bits, est le genre musical caractérisé par des sons synthétisés en temps réel, créés par ordinateur, grâce à la puce audio d'une console de jeu ou éventuellement à l'aide d'échantillons sonores. Si les chiptunes existent en théorie depuis que les ordinateurs sont capables de générer des sons, leur âge d'or correspond à la période allant du milieu des années 80 au début des années 90, quand des puces audio comme la Ricoh 2A03 pour la NES et la Sharp LR35902 pour la Game Boy étaient le moyen le plus courant pour produire de la musique sur des ordinateurs. Les capacités sonores de ces puces sont assez limitées et les notes générées ont une sonorité artificielle caractéristique que même une oreille non habituée peut percevoir comme telle. Dans les années 80 et 90, comme pour le pixel art, le terme n'existait pas encore et on appelait ces productions musicales music sound chips. Du fait des limitations de ces procédés audio, les chiptunes furent peu à peu abandonnés au fil du développement des capacités sonores des ordinateurs, mais cependant, même sur des machines plus évoluées, la synthèse des samples à la lecture continue à être utilisée. La description d'un instrument prend ainsi beaucoup moins de place qu'un échantillon sonore, et un format musical de ce genre produit de petits fichiers facilement transférables. Depuis les années 2000, les chiptunes se font plus rares dans l'industrie informatique, mais une scène dédiée continue à produire de nouvelles compositions. Des émulateurs et des outils spécifiques ont fait leur apparition, permettant à cette technique de sortir des microcosmes et à gagner en popularité, surtout depuis que la culture rétro génère un regain d'intérêt du public. Certains jeux vidéo comme Crypt of the Necrodancer, Mega Man Battle Network, Seclus ou Tetris DS se remettent à utiliser des samples de puces audio pour leur bande originale, et parallèlement, entre quelques groupes qui s'inspirent de ce phénomène comme Crystal Castles, Anamaguchi ou You Love Her Cause She's Dead, on remarque beaucoup d'œuvres d'auteurs très nostalgiques plus ou moins connus, enfin autant qu'on peut l'être en faisant de la musique de niche, qui respectent une ligne de création très proche de celle des jeux vidéo d'époque.
Et voilà pour cet épisode. J'espère bien sûr qu'il vous a plu autant que j'ai aimé le réaliser. Parallèlement à cette série, je vais probablement commencer à faire de nouveaux formats de vidéos sur cette chaîne pour pouvoir vous proposer de la variété et pourquoi pas essayer d'acquérir de nouvelles compétences. Création musicale, effets spéciaux, etc. Sans prétention, hein, on s'en fout. Je sais que c'est pas énorme, mais je tiens à remercier les 500 et quelques premiers abonnés à cette chaîne. Ça fait toujours plaisir de savoir que 500 personnes apprécient et respectent ce que tu fais. Donc voilà, merci à vous. Si vous trouvez que mon travail le mérite, mettez votre meilleur petit like et si le cœur vous en dit, abonnez-vous. Toujours un plaisir de vous avoir avec moi, faites toujours ce que vous aimez. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.